Hello les amis investisseurs, Minimali, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve pour répondre aux différentes questions qui m'ont été posées suite à la session questions-réponses que j'ai lancée sur YouTube. Donc je trouve ça super intéressant à chaque fois de faire des sessions questions-réponses. Comme ça, ça vous permet de poser vos questions si vous avez comment dire, des points de blocage sur la bourse ou si vous voulez en savoir plus sur mon parcours. Parce que je pense que vous pouvez prendre quelques trucs que j'ai fait, quelques éléments de mon parcours pour ensuite les transposer à votre vie perso ou pro. Et je pense que ça peut, comment dire, vous être bénéfique. Après, ce qui est sympa aussi dans les questions-réponses, c'est que on a des questions assez challengeantes, des questions auxquelles j'ai pas la réponse tout de suite. Et du coup, ça me demande de faire quelques recherches pour trouver la réponse, une réponse adaptée et qui est cohérente surtout avec mes valeurs. Donc, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas encore si on va tout traiter d'un coup. Il me semble qu'il y en a ouais, une bonne quinzaine, un truc comme ça. Donc, sachant qu'on va prendre le temps de répondre avec comment dire, précision à toutes les questions, je ne sais pas si on fait un seul épisode ou deux. Ça sera à voir en fonction de la tournure que ça prend. Donc on va commencer tout de suite. Et la première question, c'est une question de Fabien. Fabien qui, il me semble, qui est membre de la communauté depuis longtemps. Ça fait déjà plusieurs mois que je vois tes commentaires, Fabien. Il me semble que tu es aussi dans le groupe Telegram. Donc merci pour ton engagement, merci pour tes encouragements. Donc je vous lis le message. Alors bravo pour les 700 abonnés, Quentin. Ma question pour toi est la suivante. Vu les marchés élevés aujourd'hui, as-tu une watchlist de compagnies à surveiller en cas de forte correction et si oui, ton top 3? Merci et le bonjour de Vancouver. Alors, bonjour Fabien, merci pour ton bonjour de Vancouver, hein. C'est vrai que ça fait un peu loin de la France. J'espère que tu te portes bien. Et pour répondre à ta question, alors il faut savoir déjà que j'aime pas donner de liste aux gens, j'aime pas recommander des actions parce que ça va dépendre de ton profil. Là, je m'explique. On a des actions en fait qui vont être beaucoup plus sensibles aux variations de marché, des actions qui vont être plus volatiles, qu'on les appelle comme ça. Tu as aussi des actions qui vont peut-être pas correspondre à ce que toi tu recherches. Ah, je sais que j'ai un pote, il veut que investir sur des entreprises du secteur des énergies renouvelables. Bon, je lui ai dit que c'était une erreur parce que ça performe pas. Mais pour lui, par exemple, une entreprise comme Total, une que j'affectionne beaucoup, ça va pas lui convaincre, ça va pas du tout correspondre à ses besoins. Donc, donc voilà, n'essayez pas toujours de recopier les actions des autres. Je sais que ça se fait beaucoup dans la communauté, sur YouTube, machin. On voit souvent des influenceurs qui font des titres un peu putaclic en mode 5 actions pour quadrupler son capital en une année. Donc il faut vraiment se méfier de ça, pardon, il faut se méfier de ça et voir d'abord si c'est en adéquation avec vos besoins et vos valeurs. Donc pour répondre à ta question, alors moi les trois que je surveille, ce sont des valeurs à dividendes françaises qui sont éligibles au PEA. Pourquoi les valeurs à dividendes? Parce que quand tu vas avoir une correction, en fait, ce sont ces valeurs qui vont prendre le plus cher. Ce sont ces valeurs qui vont avoir les plus grosses variations. Donc j'en ai trois. Eh bien c'est Total, j'en ai parlé juste avant. Total, une belle entreprise que j'aime bien, et que j'adore même pour les dividendes, pour son versement trimestriel, pour son rendement. C'est une entreprise qui, quand il y a une petite correction, que ce soit à cause d'un problème politique, d'un problème de santé, par exemple avec le Covid, eh bien c'est la première entreprise, du moins une des premières entreprises qui va se faire éclater. Donc je me souviens quand il y a eu le coronavirus, l'action totale elle était à 44 la veille où tout ça a commencé. Et quand c'est effectivement arrivé en Europe et qu'il y a eu le crash boursier de tous les indices, elle a baissé je crois jusqu'à 22, 23, c'était un truc de fou quoi. Elle avait atteint son plus bas niveau depuis, je sais pas moi, 20, 30 ans. Et c'était vraiment à ce moment-là qu'il fallait saisir l'opportunité et en acheter. Donc c'est ce que j'ai fait et j'avais un prix de revient unitaire d'environ 45 euros quand il y a eu tout ça. J'ai racheté à 25, j'ai racheté un peu à 30 quand ça remontait. Et maintenant, j'ai réussi à baisser mon prix unitaire de 5 euros. Il me semble que je suis à 40 euros en prix de revient unitaire. Et ça fait un rendement de 6%, un truc comme ça. Donc ça, c'est l'entreprise que j'ai mis dans le top 3. Après, il y en a encore deux, hein, dans des entreprises qui versent des dividendes assez intéressants. On a ABC Arbitrage
qui est spécialisée dans tout ce qui est trading. Donc c'est une entreprise qui va pas forcément se casser la gueule s'il y a une correction, tout simplement parce que eux, ils parient aussi à la baisse. C'est des professionnels de la finance. Ils savent exactement comment profiter des baisses de marché. Donc quand l'entreprise, si tu veux, elle traverse une crise, quand il y a un krach boursier, quand il y a de la volatilité sur les marchés, eh bien le cours a tendance à augmenter. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles eh bien, je l'ai mis dans mon portefeuille. Donc ça c'est la deuxième. Et la troisième, c'est une action d'ailleurs qu'un de mes étudiants m'a parlé hier. Il me semble que c'est Aurélien du groupe des investisseurs minimalistes. Ben, il m'a parlé de CBO Territoria, une entreprise qui est spécialisée dans l'immobilier réunionnais. Donc c'est un gros promoteur immobilier. Ça fait comment dire, ça fait pas mal de temps qu'ils sont dans le business. Ça fait pas mal de temps qu'ils versent des dividendes. Donc j'ai décidé de la mettre dans ma watchlist au cas où il y a une crise. Donc sachant qu'on est dans le domaine de l'immobilier et que c'est aussi un domaine qui se fait déboîter quand il y a des cracks boursiers, eh bien elle figure donc dans le top 3. Donc voilà, ça c'était pour la première question, Fabien. Et si vous posez la question, mais pourquoi est-ce que tu mets pas de valeur de croissance style Air Liquide, Dassault Systèmes? Parce qu'en fait ce sont des valeurs qui sont, comment dire, c'est des gros mastodontes et elles sont imperméables aux crises financières, aux krachs boursiers. Elles sont imperméables parce qu'elles ont tellement un business model stable et périn sur le long terme que si tu veux, quand tu vas avoir une correction de 20 à 30% sur les indices mondiaux, elles vont peut-être perdre 5 à 10%. Si vous regardez l'historique de Air Liquide pendant la crise du coronavirus, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, on va maintenant passer à la question suivante de Sylvain. Alors, Sylvain, il me semble que tu es nouveau sur la chaîne, ou bien ça fait quelques semaines que tu es dessus. Ouais, j'ai une bonne mémoire, j'arrive bien à retenir vos prénoms. Je me rappelle quasiment de tous les commentaires, ça c'est toujours un truc de fou en fait. Je me demande comment je fais ça. C'est comme tous les matchs de tennis que j'ai joué depuis que j'ai l'âge de 5 ans, je me rappelle du score. Même quand je perds d'ailleurs, mais j'ai une bonne mémoire, pas sur le court terme, mais sur le long terme, j'ai une très bonne mémoire. Donc Sylvain, il me semble que tu es nouveau, ça fait 3 4 semaines que tu es abonné à un truc comme ça. Alors, je vous lis la question. Alors, bonjour Quentin, en début de carrière d'épargnant entre 20 et 30 ans, penses-tu que c'est mieux de commencer par l'investissement en bourse ou par l'achat de sa résidence principale, sachant que la résidence principale demande un apport? Alors, c'est une super question. Ça va dépendre vraiment de toi, de ce que tu veux faire, de tes projets. Je pense que déjà, il faut que tu te demandes, est-ce que tu veux rester dans la zone dans laquelle tu vas acheter ton appartement? Est-ce que tu te projettes à long terme? Est-ce que tu as déjà trouvé un travail, je sais pas, en CDI, en CDD? Est-ce que tu as un taf à long terme? Est-ce que c'est ton projet de rester dans cette zone à long terme sur 10, 15, 20 ans, voire même plus? Si c'est le cas, on peut commencer potentiellement à parler d'achat de résidence principale. Alors, acheter sa résidence principale, moi je trouve que c'est très bien. Si tu as prévu de rester et que tu as des projets à long terme, que tu as ta petite femme, que tu as prévu d'avoir des enfants, ou je sais pas, si tu as juste envie d'avoir plus d'indépendance, ça peut être bien d'acheter sa résidence principale. Surtout qu'avec les banques, eh bien, tu vas être beaucoup plus solvable dans le cas où tu veux envisager un achat immobilier. Parce que le banquier, quand tu vas arriver avec ta résidence principale, eh bien, il va se dire, ah putain, bah, le mec, en fait, déjà, il paye quasiment plus de loyer, ou du moins, il a amorti un certain pourcentage du crédit. Donc, ça veut dire que son appartement, admettons, il a acheté 240 000, il a remboursé 120 000 euros de crédit, eh bien, son appartement, là, il a une valeur de 120 000, donc, il va pouvoir l'apporter en garantie dans le cadre de son projet immobilier. Donc c'est une excellente chose d'avoir sa résidence principale et surtout si tu l'acquiers seul, c'est encore mieux. Moi je suis pas du tout le genre de mec à mettre tout en commun quand je suis avec une femme. J'en ai une, hein, j'ai une copine actuellement, mais elle et moi on est très transparents et très lucides sur la question. On investit de notre côté à avoir sa propre résidence principale. Comme ça, s'il y a des chamailleries, s'il y a un divorce ou une connerie comme ça, eh bien t'es protégé. Et à la question de dire est-ce que c'est mieux de commencer par l'investissement en bourse ou la résidence principale, moi je te dirais en fait de faire les deux. Si tu arrives à économiser peut-être 300, 500 euros par mois,
Rien ne t'empêche de mettre 300 euros en bourse et 200 euros, tu mets de côté pour l'apport de ta résidence principale. C'est sûr, après, une résidence principale de nos jours, ça coûte plutôt cher selon les régions. Je sais que dans la région où j'habite, moi je vais pas le dire parce que c'est c'est une question d'après, mais je sais que là où j'habite, un bon T2, un bon T3, ça coûte environ dans les 200 000 euros. C'est super cher. Donc il te faut un apport de 20, 40 000 euros. Donc effectivement, hein, si tu mets 200 euros par mois de côté, eh bien ça va te prendre un peu de temps. Mais disons que il faut voir ça comme un projet à moyen terme. Il ne faut pas que tu te précipites. D'abord, tu mets en place la stratégie. Et moi, franchement, je te conseille de faire de la bourse et de la résidence principale. Tu as 500 balles qui tombent, tu mets 300 ou 200 euros en bourse et tu mets 200, 300 euros pour l'achat de ta résidence principale. Tu fais ça tous les mois et tu verras qu'à un moment, eh bien déjà, je pense que tu auras une augmentation de salaire, donc tu pourras très bien te dire, je fais 300 euros de bourse et je fais 400 en résidence principale. Mais l'idée, c'est toujours continuer à alimenter la bourse. Comme ça va te procurer des, comment dire, tu vas pouvoir percevoir des dividendes. Et ces dividendes, à partir de 2, 3, 4 ans, quand tu auras un capital conséquent, 10 000 euros, hein, c'est déjà pas mal, 10 000 euros, hein, eh bien, tu vas pouvoir utiliser ces dividendes pour alimenter ton compte ou le compte que tu vas utiliser pour l'achat de ta résidence principale. Donc, à cette question, voilà, c'est la réponse que je t'apporte. C'est ce que je fais personnellement. J'ai un salaire fixe de 1000 balles environ. Et tout ce que je gagne en indépendant, eh bien, bah, si tu veux, mes 1000 balles, ils permettent de me payer mon loyer et toutes les dépenses. Et tout ce que je gagne en indépendant, je l'investis et je le mets sur un compte pour acheter ma future résidence principale. Pour te dire, pour le moment, je suis environ à 21 000 euros de valorisation en bourse et environ, il me semble, 3 000 euros sur des livrets de livret A et tout, de liquidité, quoi, pour m'en servir par la suite dans le cadre d'un investissement sur résidence principale. Donc voilà, c'était ma petite réponse à Sylvain. Merci encore pour ta question, très intéressante, hein, comme la première d'ailleurs. Et on passe maintenant à la troisième question. Alors, ça c'est une question qui est vraiment sympa. Alors c'est Hey Mounier. Je sais pas si c'est un pseudonyme ou si tu t'appelles comme ça, si tu t'appelles Mounier ou pas. Je sais jamais comment t'appeler d'ailleurs quand tu m'envoies des commentaires. Je vais t'appeler Mounier, on va dire. Donc Mounier nous dit, Salut Quentin. Quelle est la première action que tu as achetée quand tu t'es mis sérieusement à la bourse? Alors moi j'aime bien sérieusement à la bourse parce que quand j'ai commencé à investir, j'investissais principalement via des assurances vie. Alors c'était plutôt pas mal pour commencer, mais le problème de tout ça c'est que je me suis vite rendu compte que les OPCVM, les SCP, les SICAV, c'était pas du tout rentable. La dernière fois j'ai regardé la performance de mon assurance vie quand je l'ai ouvert, depuis que je l'ai ouvert depuis 2018. Je suis environ à 6% de performance alors que j'ai investi sur des actions. C'est juste incroyable, quoi. Donc, tu as bien fait de stipuler sérieusement parce que quand j'ai commencé à investir, je pensais en fait, j'étais un peu dans le monde des bisounours. Je pensais que les gérants de fonds d'investissement allaient tout faire à ma place. Je pensais que ça allait tourner, je pensais que ça allait faire 20% par an sans problème. Mais c'était une grave erreur de penser comme ça. Et maintenant, bah, j'ai tiré l'enseignement de tout ça et je suis vite allé sur un PEA. Donc, quand j'ai commencé à investir via le PEA, c'est effectivement le moment où j'ai commencé à être sérieux. Il faut savoir que j'ai une formation dans le domaine de la finance et de la gestion d'entreprise, donc ça m'a bien aidé pour analyser tout ce qui est compte de résultats, tout ce qui est comment dire bilan, ratio financier. Mais par contre, au niveau de tout ce qui était analyse boursière, j'y connaissais absolument rien. Je ne savais pas ce que c'était une valeur à dividende. Je ne savais même pas ce que c'était un dividende d'ailleurs. On ne me l'avait jamais expliqué dans ma formation. Je ne savais pas du tout comment faire de money management. Je ne savais pas comment diversifier mon portefeuille. Je ne connaissais pas le principe des ETF. Donc en fait, j'ai investi sur la première action, il me semble que c'était des actions LVMH. Pourquoi j'avais investi là-dessus? Parce que j'étais en fait en cours et j'écoutais les news boursières. Sur BFM Business, en fait, tu as une émission qui commence à 17 h qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, ça s'appelle BFM Bourse, comment ça s'appelle? Ouais, en gros, c'est une émission de bourse où tu as plusieurs gérants qui viennent, tu un animateur, et ils commentent ce qui s'est passé dans la journée sur les marchés financiers.
Et ils parlaient de LVMH et ils avaient dit justement que l'entreprise avait gagné, il me semble, 10% en une journée parce qu'ils avaient annoncé des résultats records. Et moi, vu que j'étais pas trop calé à ce moment-là, j'avais acheté, j'avais mis, il me semble, 500 euros sur LVMH avec un prix de revient à 260 euros, dis-toi. 260 euros, sachant qu'aujourd'hui, elle en vaut 660. Et c'était vraiment le début parce que cette action-là, ces 5 actions que j'avais achetées, je les ai vendues à 280, il me semble, 3 ou 4 semaines après. J'étais vraiment pas formé, je connaissais rien à la bourse, j'avais pas d'expérience, hein, c'était fin 2017, début 2018, pardon. Et j'y suis allé un peu fleur au fusil, sans beaucoup de connaissances. Je pensais que les connaissances en analyse financière, ça allait m'aider. Mais finalement, non. J'ai acheté à 260, j'ai revendu à 280. Et aujourd'hui, bah, on voit ce qu'a fait l'action. Donc, LVMH, c'était la première action que j'ai achetée. Et ça m'a permis de tirer beaucoup d'enseignements. Surtout, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que quand tu achètes une entreprise comme LVMH, comme Dassault Systèmes, comme L'Oréal, c'est des investissements que tu fais sur le très long terme. C'est des investissements que tu vas garder potentiellement 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même toute ta vie en fait. C'est des business models qui sont solides. Et je pense honnêtement que quand on sera tous en train de bouffer les pissenlits par la racine, elles seront encore là. Donc voilà, c'était pour répondre à Mounier. Quatrième question de Max Playing. Max Playing, qui est aussi sur la chaîne depuis un peu plus longtemps que Sylvain, il me semble, hein. Ça fait 2-3 mois, il me semble, un truc comme ça, que j'ai vu ton premier commentaire, Max. Donc déjà, bonjour à toi. Et là, tu me demandes, est-ce que tu penses qu'il y aura un krach boursier cette année? Alors, je vais te répondre franchement. Je ne suis pas voyant, je ne peux pas prédire les marchés financiers. Je déteste les mecs sur YouTube qui font les malins, qui font les experts et qui te disent oui, il va y avoir un crash en septembre, ouais, il va y avoir un crash en janvier. Si tu veux, c'est un peu comme les mecs qui prédisent le trou de la couche d'ozone. Ça fait 1980 qu'on nous sort des conneries comme ça avec le réchauffement climatique, le trou de la couche d'ozone. Mais moi, je regarde, là, si je sors de mon appartement et que je regarde le ciel, je vois pas de problème en fait. Les rayons UV ils sont toujours filtrés, on n'est toujours pas mort, donc c'est quoi le problème quoi? Donc à la question de savoir est-ce qu'il y aura un krach boursier ou pas, je ne peux pas te répondre en fait. Quand on était sur le rallye haussier fin 2020, début 2020 pardon, c'était en janvier-février, les marchés étaient au plus haut, personne n'avait prédit le krach boursier lié au coronavirus. Donc méfiez-vous vraiment des personnes qui vous font des estimations un peu trop certaines, des personnes qui vous prédisent les cracks boursiers à chaque vidéo. Méfiez-vous de ce genre de personnes et détachez-vous vraiment de cet environnement, de l'actualité financière, des gourous, comment dire, des animateurs de JT. Détachez-vous vraiment de ça. Et moi, honnêtement, je ne regarde jamais les news. Je ne regarde pas de vidéos liées à ça et quand il y a un krach boursier, tout ce que je fais en fait c'est acheter. J'ai mon plan d'investissement qui est déjà établi, j'alimente et c'est parti quoi. Donc Max, euh, comment dire, pense à autre chose que les krachs boursiers. Et s'il y a un krach boursier, que je ne peux pas te prédire d'ailleurs, investis en masse sur des entreprises de qualité, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, prochaine question maintenant. Alors, question de Lolita. Alors, salut Quentin, question. Ce n'est pas en lien avec la bourse, mais où est ton projet IMO? Tu as trouvé ton bien? Deuxième question, comment tu t'es formé à la bourse? Est-ce que tu as utilisé des livres? Peux-tu en recommander? Perso, je suis passé par la bourse pour les nuls et je le trouve plutôt bien fait. Ciao. Alors, tu as plusieurs questions dans ton commentaire, hein, donc ça va faire beaucoup de contenu. Essayez de me poser qu'une seule question, hein, sinon ça va durer très très longtemps tout ça. Mais je vais répondre à tout parce qu'il y a des bonnes questions. Donc à la première question, où est mon projet IMO? Alors la dernière vidéo que j'ai fait sur la visite d'appartement, j'ai visité des appartements pour me faire la main, pour appréhender ce milieu qui m'était inconnu, parce que je voulais voir comment ça marchait une visite d'appartement.
je voulais un peu apprendre à négocier, à demander les trucs qu'il fallait, hein, style les PV d'AG, essayer un peu de voir dans quel état est l'appartement. Et vraiment, comment dire, commencer dans ce milieu qui est vraiment compliqué, je trouve. C'est un milieu qui est compliqué parce qu'il faut réunir plusieurs compétences. Il faut à la fois des compétences analytiques, il faut que tu vois si ton bien il va être rentable ou pas, il faut que tu arrives à avoir les informations sur les charges de copropriété, sur la taxe foncière, il faut aussi que tu fasses des simulations de loyer avec l'agence ou pas. Mais disons que je trouve ça beaucoup plus compliqué que la bourse, entre guillemets, hein, parce que la bourse, c'est pas non plus super simple hein, quand on fait du stock picking. Mais je trouve ça compliqué parce que déjà, tu as cet aspect humain qui est peut-être un peu stressant. Moi, je sais que la première fois que j'ai fait la visite, je visitais un appartement sur Marseille, j'étais super stressé. Je suis pas quelqu'un de stressé d'habitude, mais je peux t'avouer que 10 minutes, 15 minutes avant la visite, je stressais ma race, quoi. Je stressais vraiment ma race. Mais ça s'est bien passé finalement et c'était une bonne expérience. Donc où est-ce qu'on en est là? Eh bien, là, j'ai passé ma première étape, c'était de découvrir ce monde, de poser les questions et d'essayer un peu de calculer les rentabilités. Maintenant, je sais le faire. Je sais un peu distinguer les bons emplacements des mauvais emplacements. Comment dire, j'arrive à peu près à négocier, à essayer voilà, de gratter quelques infos dans la copropriété. Donc ça, c'est bon. Maintenant, la deuxième épreuve, la deuxième étape, c'est de constituer un dossier bancaire solide. Alors, il faut savoir que je commence dans la vie active. Je reprends un club de tennis. Donc, ce sera mon petit business. La première étape dans cette deuxième étape, c'est d'avoir des revenus stables et de présenter au banquier finalement un bilan de mon activité sur un an. Parce qu'il faut savoir que l'activité de prof de tennis, c'est une activité libérale. Donc tout ce que je gagne, c'est moi qui dois le déclarer. Il n'y a personne qui me dit le matin, réveille-toi à 8 heures. Il n'y a personne qui me dit, facture 30 euros l'heure. Je fais ce que je veux. Donc auprès des banques, c'est un peu plus compliqué d'avoir les financements. Donc là, l'étape qui vient, c'est vraiment de renforcer mes revenus, essayer d'avoir des revenus stables, d'avoir mes premiers clients. Honnêtement, hein, on se cache rien sur cette chaîne, hein, mais moi, si je fais prof de tennis, c'est déjà parce que j'aime ça, mais c'est aussi pour avoir des bons revenus. Par bons revenus, moi, c'est 2500, 3000 euros par mois. L'étape là, c'est de faire ça. Et ensuite, une fois que j'aurai ça, eh bien, j'irai chez le banquier et je lui présenterai donc mes comptes de résultats, mes bilans, et là, normalement, je pourrai avoir le financement. Mais quand est-ce que je vais pouvoir avoir le financement? C'est une bonne question. Donc là, pour répondre à ta question, je recherche pas de bien pour le moment. J'essaie juste d'améliorer mon dossier bancaire, que tout soit clean. Il me semble que j'ai encore un petit prêt étudiant à rembourser, donc il y a 1000-2000 euros à rembourser. C'est pas grand-chose, hein, c'est un truc que j'avais fait pour aller à l'étranger. Donc solder mon petit prêt étudiant, améliorer et consolider vraiment ma situation professionnelle. Et ensuite, une fois que j'aurai toutes les cartes en main, j'irai chez le banquier. Je lui demanderai si voilà, sur un bien à 150, 180 000, eh bien, je peux avoir le financement. Et ensuite, je commencerai à faire mes recherches, je commencerai à me faire un petit réseau d'agents immobiliers et ça sera parti quoi. Et sinon, la deuxième question, comment tu t'es formé à la bourse? Est-ce que tu as utilisé les livres? Peux-tu en recommander? Donc, je réponds d'abord à ces deux questions. Comment tu t'es formé à la bourse? Eh bien, je me suis formé un peu tout seul. Je vais te raconter la petite histoire. Alors, comme je l'ai dit avant, j'ai fait un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Donc, c'est un diplôme Bac+2 où tu apprends comment dire, les fondamentaux de la gestion d'entreprise, donc la finance d'entreprise. Tu as des cours encore de gestion des ressources humaines, de logistique, de droit. Et c'est là où j'ai commencé à avoir comment dire, mes premières bases en analyse financière. Ensuite, j'ai fait une école de commerce avec la spécialité finance. Et là, j'ai consolidé, mais c'est resté au stade des connaissances théoriques. Et si tu veux, j'ai commencé à comment dire, m'investir en bourse. J'ai commencé à me former en bourse, un peu par hasard, parce que je suis quelqu'un de très curieux. Un jour, j'étais chez un pote. On sortait de l'entraînement, on s'entraînait ensemble en fait. C'était un mec de mon club, du tennis club de Strasbourg. C'était un jeune qui jouait vraiment très très bien.
Pour ceux qui connaissent, hein, il était très très bien classé, je me souviens, il était moins de 6. On s'entraînait ensemble. Et un jour, on était chez lui comme ça. Putain, j'ai eu un truc, j'ai une notif. On était chez lui comme ça, tu vois, et on jouait à la PlayStation. On jouait au Call of Duty Zombie. Et là, au-dessus de sa télé, il y avait un bouquin qui s'appelait La bourse pour les nuls, justement. Je commence à feuilleter, je commence à regarder et je me dis, ah bah putain, la bourse, ça a l'air sympa. Donc j'ai commencé à lire ce livre, je l'ai acheté, je suis allé à la bibliothèque le lire tous les jours, j'ai pris beaucoup de notes, ça m'a pris environ un mois parce que la bourse pour les nuls, il est hyper dense et d'ailleurs c'est un super livre hein, pour commencer à investir, pour comprendre un peu le fonctionnement de la bourse. J'ai lu ce livre et après ce que j'ai fait, tous les jours à 17 h, j'allumais la radio, j'allumais BFM Business et il parlait des marchés, il parlait des différents événements qui avaient affecté le marché, les entreprises qui avaient le plus performé. Donc j'écoutais ça et j'essayais un peu, tu vois, de choper les mots qui revenaient souvent et vraiment de choper le langage de la bourse. Et à partir du moment, une fois que tu as compris que les marchés, bah, c'est aussi à long terme, une fois que tu as compris que tout ce qu'il y a à côté, toutes les news, là, tous les tweets de Trump, eh bien, ils servent à rien, ça provoque rien du tout à long terme. Quand tu comprends que tout ça, c'est des petits bruits, eh bien, tu comprends que quand tu investis en bourse, c'est à long terme. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à faire mes recherches. Je suis tombé sur des sites, comment dire, il y avait des sites qui étaient assez intéressants. J'avais regardé la chaîne de Bertrand de Revenus et Dividendes, je ne sais pas si vous connaissez. J'avais acheté son livre. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes analyses moi-même. Donc tous les soirs, je prenais une entreprise que j'avais entendue sur BFM Business, sur la radio, et j'essayais de l'analyser. Et après, j'ai commencé à développer une méthode d'investissement. Et j'ai commencé ensuite à vraiment automatiser le truc. Parce qu'une fois que tu as compris les fondamentaux de la bourse, une fois que tu as compris comment ça marchait, les différents types d'actions, les différentes stratégies que tu peux mettre en place, eh bien, tout roule. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me former en bourse. Pour être honnête, hein, j'ai pas acheté de formation parce que j'avais déjà aussi ce bagage financier. J'avais déjà dû faire des analyses financières de société par le passé, donc j'ai pas eu besoin, si tu veux, d'acheter la formation. Après, pour les personnes qui ne sont pas de ce milieu, qui n'ont jamais entendu parler de comptabilité, de finances d'entreprise, ou par exemple si je te parle de BE ou si je te parle de d'EBITDA, si tu n'as jamais entendu ça, eh bien, en toute honnêteté, ça peut être vraiment bien de prendre une formation. Alors, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, hein, mais dans la formation que je propose aux personnes, là j'ai une quinzaine de membres, un truc comme ça, donc ça marche plutôt bien, un très bon taux de satisfaction et surtout les gens ont des résultats. Eh bien, j'apprends aux gens en fait les différentes techniques d'analyse financière. Donc par exemple, comment est-ce que tu analyses une marge? Qu'est-ce que c'est la marge d'une entreprise? Qu'est-ce que c'est la marge d'exploitation, la marge nette? Comment est-ce que tu vois si une entreprise qui fait des investissements est rentable? Comment est-ce que tu mesures l'endettement? Comment ensuite tu crées un portefeuille rentable? Comment tu fais finalement pour créer une stratégie adaptée à tes besoins? Ça, je développe dans ma formation. J'ai qu'une seule formation qui est sur 9 heures. Et franchement, moi si j'étais vous, si j'étais, comment dire, si j'avais pas de connaissances en bourse, eh bien j'irais là-dedans. Surtout qu'il y a l'accompagnement et surtout que, ouais, si tu veux, j'ai pas vocation à vendre des formations à 2000 balles. Je trouve ça abusé, je trouve ça prohibitif, je trouve que c'est de l'abus, tout ça pour acheter des Rolex, quoi. Donc si ça vous intéresse, hein, sur le lien se trouve dans la description, vous allez sur mon site, vous pouvez le trouver. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous me les posez. Et pour les livres, on a un peu balayé la question, mais il y a la bourse pour les nuls, effectivement. Si vous vous intéressez aux ETF, hein, vous pouvez lire aussi Millionnaire grâce à la stratégie des ETF. Je suis pas très fan hein, du titre, hein, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu dropshipping tout ça. Et sinon, il y en a un super que j'ai acheté. Je reviens juste, hein, je vais vous le chercher dans mon armoire. Hein, partez pas. Et voilà, je suis de retour. Alors ce livre, en fait, je sais pas si vous le voyez. C'est Warren Buffett, 7 secrets pour investir. Donc si je le feuillette un peu, ben, ça parle beaucoup de mindset, mais ça donne aussi des petites
connaissances, des petites compétences d'analyse financière. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous apprend dans le livre à analyser les flux de trésorerie d'une entreprise, très important quand tu vises le dividende d'ailleurs. Les 7 secrets de Warren Buffett, tu peux aussi l'acheter. Peut-être que je mettrai un lien dans la description, il faut que je vois si j'arrive à choper un lien avec Amazon. Mais c'est un livre que tu peux acheter qui est vraiment agréable à lire, je te le recommande. Donc Warren Buffett et la bourse pour les nuls, moi ça me paraît super bien. Donc les amis investisseurs, on a fini sur cette première partie du question-réponse. Je publierai la deuxième partie la semaine prochaine parce que là j'ai trouvé vraiment que 1h10 de questions-réponses, ça fait beaucoup en termes d'informations. Donc là on est à 30 minutes et la deuxième moitié du question-réponse, je la publie la semaine prochaine à la même heure. Et que vous dire de plus? À très bientôt, à une prochaine vidéo et on se revoit la semaine prochaine pour la fin du question-réponse. Et surtout, merci encore pour votre implication, votre engagement. Vous régalez. Ciao, ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.